Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce jeudi 25 octobre, nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre comme toujours par vos prévisions météo. De nouveau un temps sec, on restera à l'abri des précipitations aujourd'hui encore. Pas de pluie mais des nuages d'abord en première partie de journée, puis du soleil. Heureusement, le soleil devrait percer les nuages cet après-midi avant de nouvelles perturbations de retour déjà en fin de journée et durant la nuit prochaine. Quant aux températures, elles seront de saison aujourd'hui avec 14 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord ces images d'un impressionnant chantier en cours à Tourcoing, rue de Melbourne. Depuis près d'un an, un trou immense est creusé par la Mel pour y accueillir d'ici quelques mois un bassin de rétention des eaux de pluie d'une capacité de 25 millions de litres. Son objectif est d'empêcher les inondations que subissent parfois les quartiers à proximité, notamment le Flocon à Tourcoing et plus largement tout le versant nord-est de la métropole lilloise. Depuis 10 ans, la Mel a investi près de 110 millions d'euros pour créer plusieurs de ces bassins géants, ainsi éviter les inondations lors des fortes pluies. Ce bassin à Tourcoing viendra surtout terminer le maillage de l'agglomération l'an prochain, le tout ni vu ni connu, ou presque, car à terme ce grand trou sera recouvert et accueillera un terrain de football. Explication au micro de Vincent Vieillard. L'objectif c'est de stocker l'eau de pluie lors de gros orages, et cette eau effectivement vient de différents quartiers. On est sur ici les secteurs de Mouveau, de Tourcoing, donc des quartiers relativement importants qui drainent beaucoup d'eau de pluie. Et donc le bassin peut être, pour vous donner un ordre de grandeur, le bassin peut être alimenté par un débit jusqu'à 12 mètres cubes secondes grosso modo. Donc un débit relativement important lors des périodes d'orage. Nous avons mis près de 110 millions d'euros sur l'ensemble de la métropole pour lutter contre les inondations. Nous terminons le maillage suite aux problématiques d'inondation du versant nord-est et notamment du canal de l'Espierre. Dans l'actualité du jour également, l'attente se poursuit pour les salariés d'Ascoval près de Valenciennes. Hier en effet, le tribunal de Strasbourg a reporté sa décision au 7 novembre prochain. Pour rappel, la société Altifort a proposé un plan de reprise, lequel est pour l'instant rejeté par le groupe Vallourec, car le repreneur demande à l'entreprise propriétaire de lui acheter de l'acier durant les 18 prochains mois, ce que refuse pour l'instant Vallourec. D'autres réunions de négociation sont prévues dans les prochains jours et d'ici la date butoir du 7 novembre. Autre info, selon La Voix du Nord aujourd'hui, l'agence française anticorruption a saisi récemment la justice pour de nouveaux soupçons de corruption à la Mel concernant les notes de frais du président Damien Castelin, ce qu'avait déjà révélé il y a quelques mois le journal en ligne Médiacité. Mais cette fois des questions se posent aussi à propos du futur siège de la Mel à Lille et concernant l'emploi d'une conseillère spéciale du président. Voilà donc un deuxième dossier brûlant pour Damien Castelin après sa mise en examen dans l'affaire du Grand Stade. Dans ce journal, on évoque tout autre chose, un nouveau lieu de vie atypique à Lille, quartier Vauban. Chez ma tante est un salon de thé intergénérationnel ouvert il y a 2 semaines au cœur de l'EHPAD Rachel Mérès, rue de Toul. À proximité se trouve l'université catholique et d'autres écoles. L'idée est donc de faire venir des jeunes, des étudiants dans ce salon de thé pour briser la solitude des personnes âgées. Et en à peine 15 jours déjà, c'est un vrai succès. Sur place, comme ailleurs, on peut boire le thé, un café, des jus de fruits, mais aussi déguster des pâtisseries confectionnées par des travailleurs handicapés. Le tout à des prix très attractifs, ce qui plaît forcément aux étudiants. L'échange avec les résidents de l'EHPAD est également apprécié. Présentation des lieux avec la directrice, au micro de Margot Sey. C'est un salon de thé qui est dans une maison de retraite de Vauban, et ce salon de thé est tenu par des personnes en situation de handicap qui travaillent dans un ESAT. Donc c'est toute l'originalité du projet d'avoir un salon de thé dans un lieu de vie pour personnes âgées tenu par des personnes en situation de handicap, et l'idée c'est que des jeunes du quartier étudiant Vauban viennent prendre leur thé, faire leurs réunions étudiantes. Des mamans viennent le mercredi pour prendre le goûter après avoir fait la promenade à la citadelle. Nos personnes âgées ici en EHPAD ne pouvaient plus sortir ou très peu sortir, donc il fallait absolument faire rentrer du monde dans ce lieu, dans cet EHPAD. Nous avons réfléchi effectivement avec nos collègues du CCAS, les différentes directions, et l'idée est venue l'année dernière, en début d'année. Nous avons mis du temps, on a mis de la décoration, une collègue est venue nous aider pour cette décoration, on a fait beaucoup de récupération. Et on a créé ce salon de thé pour pouvoir l'ouvrir en lien avec des personnes en situation de handicap de l'ESAT. Dans cette édition également, profitons des vacances de la Toussaint et d'une actualité un peu plus calme pour aller à la découverte des curiosités de la région. Si vous connaissez déjà le mannequin piste de Bruxelles, ce petit bonhomme urinant à la vue des passants, vous reconnaîtrez forcément celui-ci. Sauf que lui se trouve en France, dans les Flandres, à Bruxelles.
Cette statue offerte par la Belgique à la commune en 1981 est en quelque sorte le symbole de l'amitié franco-belge. Auparavant, le petit garçon était positionné le long de la route principale, un peu à l'écart. Depuis 2011, il trône fièrement devant la mairie. Son histoire nous est racontée par le maire de Bruxelles au micro d'Idil Gunay. De par l'étymologie, Bruxelles, voilà. En 1979, Félix Bottu, mon prédécesseur, a été invité au millénaire chez eux là-bas. Et en 1980, suite à son passage, on s'est vu offrir un mannequin piece qui était à l'époque en bronze. Forcément, le bronze a disparu et a été remplacé petit à petit par du plâtre et maintenant de la résine de synthèse, en fin de compte pour éviter les vols. On a eu l'occasion de faire un report à son 30e anniversaire, en 2011, lors de son installation ici près de la mairie. On a fêté ça avec les Belges, avec les Français, et franchement c'était quelque chose de très qui est resté dans notre mémoire, parce que franchement le monde qu'on a pu attirer grâce à ça et se faire connaître grâce à ça, c'est très bien, quoi. On termine ce journal avec un appel à Tourcoing des archives municipales à l'occasion d'une grande exposition sur l'après-guerre 14-18 dans le cadre des commémorations du centenaire. L'expo de 1918 aux années 30, Destin d'une ville libérée, veut évoquer les conséquences de 4 années de conflit sur le plan économique et social pour la ville de Tourcoing. Les archives municipales recherchent donc des documents de famille, des textes, des photos pour alimenter cette exposition. Une grande collecte est organisée jusqu'au 10 novembre, des documents qui peuvent être prêtés ou même donnés. Il est important en tout cas de préserver ces documents et objets précieux et de les présenter régulièrement lors d'expositions. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunay. Ça peut être des documents de famille, ça peut être documents de famille, ça peut être un journal écrit pendant la Première Guerre mondiale à Tourcoing, ville occupée, ça peut être une photo de famille qui avait été exilée dans un camp et retenue en otage, ça peut être une photo de la libération de Tourcoing. Ça peut être une balle, ça peut être un document. C'est important parce que qu'une personne dépose aux archives municipales une part de sa famille, on y est attaché, et c'est un beau geste qui pense collectif de pouvoir faire vivre cette mémoire familiale au sein de la ville de Tourcoing. Et puis une petite info au sport, un résultat de basket féminin pour terminer ce journal. La première journée d'Euroleague hier pour le SBVA et une lourde défaite à domicile face aux tenantes du titre, les championnes d'Europe des Russes d'Ekaterinbourg n'ont laissé aucune chance aux Villeneuvoises. Défaite 51-99. Il y aura d'autres matchs pour les filles de Fred Dussard. Fin de cette édition sur Grande Lille TV, à suivre d'autres informations. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.